Oui, alors le lien entre un aviateur et un chirurgien. Vous connaissez tous la blague la différence entre Dieu et un chirurgien. Oui, c'est que Dieu, il ne se prend pas pour un chirurgien, ça on le savait. Euh, mais à quoi reconnaîtriez-vous un pilote de chasse dans une soirée? On la connaît moins celle-là. Je vous défie, voilà, si ça vous arrive, vous le savez, parce que de toute façon, c'est lui qui va venir vous le dire. Bonsoir, je suis pilote de chasse. On commence à mieux saisir le lien entre ces deux entités, ces deux personnes. Alors ça, c'est mon avion, le Mirage 2000D, et donc c'est un avion de chasse biplace, pilote-navigateur. Et en 2002, je fais un vol presque de routine. Ça fait à peu près une heure de vol, une heure qu'on est en vol. On vient de faire un ravitaillement en vol. Donc dans cet avion, on a plus de 6 tonnes de kérosène. Et mon pilote me dit mets tes pieds sur les palonniers. C'est des manettes qu'on a au pied. Et il me dit il n'y a pas un truc bizarre? Effectivement, ça tremble, ça vibre. Et au moment où je mets les pieds, je lui dis effectivement, il y a un truc bizarre, on entend. Ok, ça bourdonne en plus, ça vibre et il commence à y avoir du bruit. Alors on commence à le dire à l'équipier, on commence à avoir un truc bizarre. Et le temps de lui dire ça, on dit ça commence à sentir le brûler. C'est pas une situation d'avenir en avion, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça sent le brûler, on continue d'essayer d'analyser ce qui se passe et on a des fumées en cabine. Dans le cockpit, là, le cockpit commence à être envahi de fumée. Alors on passe en circuit d'oxygène de secours pour pas, si les fumées sont toxiques, pour pas être intoxiqué. Et le plus curieux, c'est que l'avion, lui, il se dit qu'il est bon. Vous savez, on a des capteurs partout et normalement, dès qu'on a une micropanne, on a un voyant qui s'allume, on a une checklist, une procédure, on fait quelque chose. Mais là, l'avion, il dit non, je vais bien. Tu vas pas très bien, hein, tu es en train de tout sauter. Là, il y a des premiers symptômes, ils sont pas terribles. Mais le meilleur, c'est qu'à ce moment-là, on est au-dessus de l'Afghanistan. Plus précisément au-dessus de la vallée d'Helmand. La vallée d'Helmand, c'est partie sud de l'Afghanistan, près de Kandahar, où il y a la culture de pavots, où il y a la richesse, où il y a les talibans, où il y a des combats. Notre mission, c'était d'aller porter soutien aux forces britanniques qui étaient prises à partie. Donc vous imaginez bien qu'une des solutions qu'on a dans l'avion, quand vraiment ça ne se passe pas bien, dans un avion de chasse, on a cette chance d'avoir des sièges éjectables. Et si jamais on doit s'éjecter, on sait qu'on ne sera pas forcément accueilli avec des colliers de fleurs en bas. Ce n'est pas forcément une situation terrible. Dans cette zone obscure où on ne comprend rien à ce qui se passe, on n'a aucune procédure, on n'a rien, et puis il y a l'enjeu vital qui est là. Un des plus gros dangers, c'est d'avoir un état de stupéfaction. Vous savez, c'est le corps qui ne bouge pas, qui ne sait pas ce qui se passe. Et le corps s'auto-protège. C'est ce que vivent les personnes qui ont le malheur de se faire agresser dans la rue. On ne comprend pas ce qui se passe. Et ça peut arriver à n'importe qui, même à des professionnels. On est là, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a aucune procédure, on n'a rien, on ne comprend rien, notre vie est en jeu. Mais dans cette obscurité où on ne comprend rien du tout, il y a une petite lumière qui s'allume. Et je dis à mon pilote, ça ne te rappelle pas ce qui est arrivé à Doud il y a quelques années? Doud, c'est un collègue, un pilote. Il lui est arrivé une histoire similaire qu'il nous avait racontée dans l'escadron. Le soir après les vols, il nous avait dit, tiens, voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Et il nous avait dit ce qu'il avait fait. Alors c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Et forcément, on s'était projeté, on fait le même boulot. On s'est dit, moi je m'étais dit, mais si ça m'arrivait, ce qui lui est arrivé, au-dessus de la métropole pour lui, qu'est-ce que je ferais et dans quel état je devrais être émotionnellement pour pouvoir gérer de l'inconnu et du complexe où ma vie est en jeu. Et je m'étais projeté, je m'étais dit, il faudrait peut-être que je fasse ci et ça et ça. Et ça, je m'en souviens. On est plusieurs années après et je me souviens de cette histoire qu'il m'avait racontée à l'escadron. Et on en parle avec mon pilote et on trouve les moyens de gérer la panne comme on peut. Et on met le nez vers Kaboul et on va se dérouter sur l'aéroport international de Kaboul. Et on a de la chance parce que les symptômes commencent à disparaître. On arrive à se poser et on se rend compte, le premier diagnostic, à peine on est posé, les mécaniciens analysent l'avion, on avait une partie de l'avion qui était en feu, effectivement. Et là, on a beaucoup de chance, c'est que ce feu a été contenu, c'est-à-dire qu'il a été compartimenté, il ne s'est pas propagé au reste de l'avion, sinon je ne serais certainement pas là pour vous en parler. Ce qui nous a sauvés ce jour-là, ce qui nous a permis de garder notre calme, de pouvoir analyser cette panne et de pouvoir faire quelque chose, c'est très certainement en grande partie cette histoire qui nous avait été racontée il y a quelques années au bar de l'escadron. Alors, ce n'est pas un hasard ce qui est arrivé. Quelques années plus tard, Annelise Marchand essayera de comprendre
Quand un pilote de chasse prend une décision face à une situation complexe, inconnue, sous stress, etc., d'où ça vient? Et cette thèse a été dirigée par René Amalberti, les connaisseurs apprécieront, l'expert français en gestion de système à risque. Et elle a été très surprise. Dans la plupart des récits, si pas la totalité, dans la plupart des récits, ça vient d'histoires que les pilotes ont entendues. Alors, le lieu où on entend les histoires dans l'escadron, le bar de l'escadron. Pour le prix d'un café, ou après les vols d'une bière, on peut avoir la vie qui est sauve, parce qu'on se raconte des histoires. Parce que la vie est trop courte, je ne pourrais pas vivre toutes les situations, donc ce sont des gens que j'apprécie, qui font le même métier que moi, qui se retrouvent dans des situations tordues dans lesquelles je peux me retrouver, qui me racontent des histoires, et ces histoires elle l'explique très bien dans sa thèse, ça fait 300-400 pages à peu près, hein, pour les plus courageux, c'est disponible en ligne. Elle le dit très bien, c'est parce que voilà, on a ce relationnel qui est là, et ça met une empreinte très forte qui peut durer des années, des dizaines d'années, et on se souvient inconsciemment d'une histoire, et ça nous sauve la vie. Aujourd'hui, je travaille dans les blocs opératoires, et on met en place des systèmes de checklist et autres, comme on fait dans l'aviation. Et pour savoir si, dans un établissement que je ne connais pas, si l'établissement est performant et sûr, le premier endroit que je vais voir, c'est la salle de repos. Vous n'imaginez pas la corrélation extraordinaire qu'il y a entre l'état d'une salle de repos dans un établissement hospitalier au sein des blocs opératoires. S'il y a du monde, qu'on discute, il y a du café, il y a des croissants, on peut s'asseoir, il y a des fauteuils confortables, on prend du temps, on échange, on oublie qui est infirmier, qui est chirurgien, qui est anesthésiste, etc. Il y a une réelle et très forte corrélation entre l'état de la salle de repos et la performance et la sécurité en salle d'opération. La corrélation est extraordinaire, ça marche dans les deux sens. Si vous devez vous faire opérer, demandez à visiter les blocs et particulièrement la salle de repos. Peu importe la salle d'opération, c'est bon, tout ça, la salle de repos. Et il y a vraiment une très forte corrélation. Ça marche partout. Ça marche les avocats qui se retrouvent à la cafette du tribunal et qui échangent et qui partagent leurs expériences. Ça marche avec les experts comptables. Ça marche. Toutes les sociétés, ça marche. Vous, posez-vous la question, tiens, quand est-ce que je rencontre les personnes avec lesquelles je travaille et on se prend des instants de convivialité? C'est informel, on parle de tout, des gamins, de tout, mais on parle aussi du travail. Et on apprend des autres, et on apprend inconsciemment. On va se projeter un petit peu plus loin. Là, aujourd'hui, on est en 2019, et comment ça fonctionne pour rester dans le côté aéronautique? Aujourd'hui, normalement, il y a marqué 2019, je vous le dis. Aujourd'hui, une patrouille aérienne, ce qu'on appelle une patrouille simple, 4 avions de chasse, là j'ai symbolisé 4 Rafales, c'est 4 pilotes. Parfois plus, parce que si c'est des avions de chasse biplaces, comme le Mirage 2000D dans lequel j'ai la chance de voler, ça peut être 8 personnes. Et ces 8 personnes se retrouvent, après la mission de la journée, se retrouvent au bar. Après, on fait un débriefing formel, puis après, on va un petit peu échanger. Et avant de se quitter, on a la tradition de se rencontrer, d'échanger. Et donc, c'est là que se créent les liens. Projetons-nous un peu plus loin, 2039, la partie droite. 2039, ce ne sera plus le Rafale, il sera encore là, mais ce sera presque dépassé, et son successeur arrivera, le Mirage 2000 n'existera plus, il viendra d'être remplacé par c'est plus un avion, on n'appelle plus ça un avion, on appelle ça un système de combat aérien du futur. C'est le nom, ceux qui ont suivi le salon du Bourget 2019, il a été présenté officiellement. Sa particularité, c'est qu'il y a un avion, certes piloté, mais les équipiers, ce sont des drones, ce sont des machines. Ces machines utilisent des systèmes d'intelligence artificielle. Ça marche très bien. La place de l'homme, là-dedans, pourquoi on laisse toujours un homme? C'est pour prendre les décisions face aux situations complexes, inconnues, combats aériens, etc., qui demandent une adaptabilité temps réel, une créativité, une innovation adaptée pour survivre. Le problème, c'est que le soir, au bar, c'est moins sympa. Alors, on se doute, entre eux, les robots, le machine learning, c'est le sujet très tendance, on ne se fait pas de soucis. On sait qu'entre eux, ça va marcher, on sait qu'ils vont échanger les informations. Mais moi, tout seul, là, au bar. Alors, peut-être que je croiserai certainement les équipages des autres patrouilles, mais ça fait quand même 4 fois moins de personnes que je vais pouvoir rencontrer. D'où va venir l'échange? D'où va venir l'information? Comment je vais pouvoir faire? Tout ça, ce sont des travaux sur lesquels on commence seulement à réfléchir. On commence seulement à se dire, mince, quelle sera la place de l'homme, quelle sera la place de l'homme qui restera dans ce cas-là?
Le bloc chirurgical, c'est la même chose. On a aujourd'hui des robots dans les blocs chirurgicaux. Alors on appelle ça abusivement des robots, mais ce sont des machines qui sont téléguidées à distance par le chirurgien. Ça peut être à 2 mètres, ça peut être à 2000 km. Mais demain, on sait aujourd'hui que ce sera en partie des machines de l'intelligence artificielle qui opérera. Et c'est très bien, ça le fera très bien. Et toute une partie des vols, quand vous prenez un vol commercial, c'est la machine qui pilote, elle le fait très bien. Le problème n'est pas là. C'est cette petite chose qui doit rester entre les humains. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut continuer à partager? On doit le préparer maintenant. On doit, dès à présent, se réserver des temps pour de l'informel, pour partager entre nous. Dans mon métier, c'est vital. Dans d'autres métiers, la chirurgie, c'est vital aussi. Et pour d'autres professions, la vitalité, elle est là aussi. Elle n'est peut-être pas aussi manifeste que celle que j'ai pu vivre au-dessus de la vallée d'Allemande en 2002, mais elle est là aussi. Alors, le bar de l'escadron, là, à cette heure-ci, alors il y a peut-être vol de nuit, il est peut-être encore ouvert, c'est peut-être pas le bon moment pour y aller, mais je vous propose qu'on se retrouve pour en parler au cocktail tout à l'heure. Et là, on va échanger, et là, on va voir quelles sont les idées que nous avons, parce que c'est ce qui nous saura peut-être la vie demain. À tout à l'heure. Merci.